Les débats avec vous sur Sud Radio, une femme à Matignon. Moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre ça. Ça risque de tomber peut-être ce matin. Oh, c'est le côté, c'est ce côté un peu gadget quand même. Enfin, c'est bien. Enfin, on va en parler, on va en débattre. Où sont les serveurs? On en a déjà parlé vendredi. C'est la une du Parisien ce matin, et c'est vrai que c'est une question qui se pose. Près de 250 000 emplois à pourvoir dans la restauration et l'hôtellerie. La question du burkini à Grenoble. Et puis Jean-Luc Mélenchon qui propose le SMIC à 1 500 €. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Hassan Amou, commençons avec vous. C'est l'actualité également, cette cité caliste de Marseille. Ouais, on était en direct vendredi dernier, en direct de la cité Calistée, où les habitants ont vécu un face-à-face difficile avec donc des migrants nigériens qui depuis des mois en fait sèment un peu la terreur dans la cité. C'est bien s'ajouter à ça si vous voulez le contexte où il y a une barre d'immeubles où des propriétaires véreux ont laissé le bâti dans un état lamentable voire indigne, et le clou de la chose, c'est l'inaction donc des pouvoirs publics et donc du préfet qui a attendu que l'émission de Morandini arrive sur place pour y envoyer les CRS et rétablir l'ordre et la sécurité pour les habitants. Donc moi j'ai trouvé ce moment intense où on avait des habitants qui en avaient gros sur le cœur, qui bien évidemment leur appartement squatté, effectivement depuis, des gens en pleurs, des mamans dans des situations invraisemblables d'inquiétude. Et donc je trouvais que cette émission, ça n'a pas été une émission pour rien, puisqu'au final le calme est plus ou moins revenu, et je trouve ça dommage qu'il faille attendre que des journalistes s'investissent comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été évacués, les gens ont récupéré leur appartement? C'est ça, alors il y a une partie qui a été évacuée dans des états impossibles d'habitation. D'ailleurs, certains ont été relogés à l'hôtel. Et donc effectivement il y a des personnes qui ont été arrêtées, d'autres pas puisqu'ils sont partis avant l'arrivée des forces de l'ordre. Et donc ce sont des réfugiés, enfin des réfugiés, ce sont des migrants, exactement. Des migrants nigérians, c'est ça? Nigérians qui sont là depuis, d'après ce que j'ai cru comprendre, 2017. Mais alors, comment se fait-il quand même? C'est la vraie question. On nous parle de changer de Premier ministre, femme ou pas femme. Comment se fait-il et que faudra-t-il pour que on intervienne? Et on va pas virer tous les préfets quand on change de gouvernement. Qu'a fait le préfet? Qu'a fait le commissaire? À qui en a-t-il référé? Qu'a fait le ministre de l'Intérieur? Parce que c'est n'importe quoi ce qui arrive aujourd'hui. Ça n'a pas d'importance par rapport à ce qui se passe sur le terrain. C'est le problème des squats aussi. Avec la différence que là, il y a une solution quand même très concrète, parce qu'effectivement, on parle de migrants nigérians. Il y a le même problème avec des Comoriens dans d'autres cités de Marseille, où tout simplement, eux, on pourrait tout à fait les expulser et les renvoyer chez eux. Parce que je les entendais, ces personnes de la cité Calistée, qui expliquaient le problème, c'est qu'on déporte à chaque fois le problème. On va déporter les populations dans différents endroits de la ville. Donc là, c'est la question des OQTF. En fait, le fait qu'aujourd'hui, les obligations de quitter le territoire, elles ne sont absolument pas faites. Et c'est intéressant parce que là, c'est un cas très concret. On voit qu'il y a de l'insécurité de par ce type de personnes, et qu'en fait, ils restent. Et surtout, quand on parle de problèmes, je pense, des cités de Marseille, on dit toujours, oui, mais ça fait des années. Là, c'est un deal récent, c'est 2017. Donc ça veut dire qu'on les a laissés. On est en 2022. Bien sûr, mais ça veut dire qu'on a laissé ces 5 dernières années s'implanter des populations qui, en fait, pourquoi ils vivent là-dedans, pourquoi ils squattent? Parce qu'ils ont fait justement leur point de deal là-dedans. Ils préfèrent vivre sur place. Donc c'est ce qui se passe. Mais ça marche pas, l'obligation de quitter le territoire. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce qu'évidemment qu'il y a des solutions. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des recours, parce qu'il y a il y a énormément de recours, et c'est extrêmement compliqué. Bien sûr, mais on avait eu ce débat sur la cité, sur une chaîne concurrente de télévision, Morandini, pour ne pas le citer, avant qu'il y aille. On avait eu ce débat. Et moi, j'avais dit, il y a un problème d'insécurité, effectivement, qu'il faut faire respecter. Bien évidemment, c'est la première des choses. Mais il y a surtout un problème de rénovation urbaine. Or, depuis des années, on parle à Marseille de problèmes d'insécurité, bien sûr, mais de problèmes de logement insalubre. Vous vous souvenez de cette affaire qui a tué Gaudin? Il faut bien le dire. Ça vous vous souvenez? C'est à peu près la même chose. Sauf que là, ce grève des problèmes d'immigration et des problèmes d'insécurité, mais
Le problème fondamental, c'est le problème de la rénovation urbaine. Et il y a des endroits, je termine, et il y a des endroits où ça a réussi. Moi, je ne veux pas qu'on reste sur une note négative, absolument négative. Alors où est-ce que ça a marché ? Il y a des tas d'endroits où ça a marché. Par exemple, je prends l'avis de Jean-François Copé à Meaux. Ah bah oui, mais tout il y a eu une rénovation urbaine extraordinaire. C'est vrai. Bon, il y a 50%. Il a mis des caméras surveillance. Il y a 60%. Donc ça veut dire qu'il a une politique sécuritaire qui est quand même très importante. Je termine. Il y a 60% de logements sociaux à Meaux. Bon, il y avait des cités qui avaient été construites dans les années 60 lorsqu'on a fait revenir les rapatriés d'Algérie. Bon, ça s'est évidemment délité de jour en jour et d'année en année. Il y a eu une rénovation urbaine où on a changé la population. C'est ça qu'il faut faire, vous comprenez ? Si on remet les mêmes populations, on aura les mêmes résultats 5 ou 10 ans plus tard. Oui, mais il faut une proportion qui soit... on ne peut pas faire des ghettos, justement. Bien sûr. On parlait avec plusieurs maires de ville qui vous expliquent que... Ça veut dire qu'il faut faire l'accession sociale à la propriété, ça fait du 40%, ça fonctionne pas. Non, mais surtout là, on n'est pas dans... 40% ne sont pas délinquants. Et le maire de Meaux, Jean-François Copé, on l'a fait intervenir dans un colloque chez nous sur est-il possible de rénover les banlieues ? La réponse est oui. Il a fait des choses, les habitants lui ont fait confiance, il a été réélu dans des proportions incroyables. Mais par exemple, il a mis dans les quartiers épouvantables, il a mis un parc. On a dit, mais c'est n'importe quoi, il faut des logements, etc. Non, il a fait de l'urbanisme. Il a mis de l'accession sociale à la propriété, par exemple. Voilà. C'est drôle, parce que quand j'avais eu le même débat, d'ailleurs, parce qu'au moment où justement l'invitation avait été lancée par Morandini, j'étais sur le plateau, et en fait, les gens ne parlaient que d'urbanisme. Là, on ne parle pas d'une population, on parle d'une population qui vient et qui remplace une population sur le territoire en les virant de leur immeuble. Non, mais à un moment, pourquoi ils viennent là pour faire du trafic de drogue ? Parce que c'est dégradé. Non, ils viennent là pour faire. Écoutez, je vous donne les raisons qui sont données. Ils viennent par les habitants. Les habitants ont expliqué qu'ils sont venus ici pour faire du trafic de drogue, et ensuite ils préfèrent se loger dans ces habitations. Alors je suis désolé, si ces habitations demain elles seront en meilleur état, eh bien le Nigérian il sera ravi d'avoir un meilleur appartement. C'est comme ça que ça va fonctionner. Parce qu'à un moment donné, simplement ce sont des quartiers qui prennent mais bien sûr, mais sauf que vous partez du principe que c'est uniquement cette question-là. Et vous mélangez tout justement. Il y a la question des quartiers, il y a la question des quartiers où il y a de l'insécurité de gens qui vivent là depuis 30 ans. Et il faut prendre ça en compte. Et il y a la question des nouveaux arrivants. Mais les nouveaux arrivants viennent précisément là où c'est dégradé. Enfin, ne dites pas le contraire. C'est vrai. C'est évident. Désolé, parce qu'il y a des très bons. Il y a des quartiers. Mais bien sûr, et j'étais à Marseille aussi. Il y a des quartiers qui sont rénovés. Il y a des quartiers qui sont rénovés. Il y a encore des problèmes de trafic de drogue. Allez, ça disparaît pas. Fait débat évidemment. On se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Les débats avec vous pour le 10h midi avec aujourd'hui Éric Tegner, journaliste, directeur de la rédaction du nouveau média en ligne, le Livre Noir. Il n'y a pas le Livre Noir. Hassan Amou, responsable associatif, fondateur du collectif marseillais Trop Jeune pour Mourir. Jérôme Dubus, membre de La République En Marche. Et Sophie Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Je rappelle votre dernier livre, La France sans dessus-dessous, qui est paru aux éditions Erol. La nomination du ou de la première ministre devrait intervenir dans la journée. Une femme à Matignon. On va en reparler avec vous. Où sont passés les serveurs ? Où sont passés tous ceux qui travaillaient dans l'hôtellerie et la restauration ? On va parler du Burkini à Grenoble et de Jean-Luc Mélenchon qui propose un SMIC à 1 500 €. C'est spécialement pour vous, Sophie, ce sujet. Coup de cœur, coup de gueule. Éric Tegner, un coup de gueule. Complètement. Moi, c'est un coup de gueule contre la suppression d'une chaîne YouTube hier soir, du Raptor. Il est bien connu par ceux qui sont sur YouTube puisqu'il a cumulé 750 000 abonnés. C'est une chaîne qui avait été créée en 2015. Et comme beaucoup d'autres chaînes, eh bien, YouTube a décidé de la censurer. Alors, via un mécanisme assez complexe, c'est-à-dire que, en fait, pour expliquer à nos auditeurs qui suivent YouTube, Sud Radio a une excellente chaîne YouTube. Dans le chat, lorsque vous faites des directs, certaines personnes essayent de faire justement striker des chaînes YouTube en y mettant des photos pornographiques. Et dans ce cas-là, YouTube, eh bien, considère que c'est une chaîne pornographique et fait sauter cette chaîne. Donc, c'est ce qui est arrivé au Raptor. Moi, c'est un coup de gueule parce que c'est quand même très difficile quand vous avez un métier depuis 8 ans. Vous avez une chaîne qui fait quand même des millions d'abonnés par mois, qui est supprimée de cette façon-là, alors que YouTube est au courant de ces mécanismes qui sont faits par justement ce qu'on appelle des haters depuis des années et qui ne font absolument rien pour nuire à cette censure. Donc c'est aussi un appel à la mobilisation, parce qu'il faut, dans ce cas-là, YouTube a déjà rétabli des chaînes YouTube qui avaient été censurées. Je pense à une chaîne qui s'appelle Cro-Blanc, mais il faut la mobilisation des gens auprès de YouTube pour que ça arrive. Parce qu'on passe sa vie sur Internet à dire qu'il faut de la censure ou qu'il en faut pas. On a vu ce qui se passe avec le rachat de Twitter et je trouve ça assez compliqué.
Mais qu'est-ce qu'il faut censurer, qu'est-ce qu'il ne faut pas censurer? Mais là, surtout que c'est une censure qui est juste YouTube a automatisé des éléments pour lutter contre la pornographie. Ils vont être et donc, si dans les chats, il y a des... Oui, mais déjà, ça peut prendre 3 à 4 mois et certaines ne l'ont pas été parce que si vous n'avez pas une communauté suffisamment importante pour appeler YouTube, vous savez, YouTube, ils sont très loin et c'est aux États-Unis, ils s'en moquent de la France. Eh bien, dans ce cas-là, ce rétablissement de la chaîne peut ne pas arriver. Et on n'a pas trouvé un moyen technique pour empêcher ça. YouTube, pour l'instant, n'a jamais annoncé le fait qu'ils allaient. Donc c'est pour ça que, par exemple, Librement, on a une chaîne YouTube. En voyant ça, moi, je ferai plus de chat dans mes directs parce qu'il suffit que quelqu'un se pointe, mette sa photo et ça saute. C'était quel type de chaîne, ça? C'est une chaîne de droite nationale, donc de quelqu'un qui fait pas mal d'humour et qui faisait 1 million de vues à chaque vidéo. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a aussi ces raids sur Twitter quand on veut faire supprimer un compte, des communautés entières qui se mettent. Et qui viennent souvent d'ailleurs des communautés woke. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment très organisés, très mobilisés, qui savent comment faire et qui font justement sauter pas mal de chaînes dans ce sens-là. Des gens évidemment qui sont anonymes. Mais comment faire? Parce que là, un auditeur me dit qu'il faut de la modération réelle. Sauf que vous ne pouvez pas modérer en temps réel. Alors moi je veux dire, pour le coup, YouTube a réussi hier à justement couper le live en temps réel et supprimer en temps réel la chaîne YouTube du Raptor. Donc ils pourraient tout à fait, ça veut dire qu'ils ont des mécanismes pour opérer, donc ils peuvent tout à fait plutôt cibler directement ceux qui font ce type de commentaires et pour le coup faire sauter les chaînes YouTube des gens de ce documentaire. Et qu'est-ce qu'il y avait eu précisément sur cette chaîne du rappeur? Alors il y avait vraiment lui il est plutôt dissident, etc. Donc on pourrait penser qu'il a été supprimé pour ses contenus. Je crois qu'il faisait un live où il devait parler de Papacito, mais jamais il a de censure sur sa chaîne. Là-dessus, c'est vraiment lié à ces gens qui font des commentaires. Images porno sur c'est assez dingue ce que vous dites. Écoutez, on va suivre ça avec attention. Jérôme Dubus, c'est un coup de gueule? Oui, c'est un coup de gueule contre les 2 fusillades qui viennent d'avoir lieu aux États-Unis. Une dans l'État de New York et puis à Buffalo, qui est une ville assez pauvre, frappée par la désindustrialisation. Et puis l'une plus tardivement hier, qui a eu lieu effectivement aussi sur le territoire américain. Alors on nous dit que ce sont les plus importantes, en tout cas la première qui a fait une dizaine de morts. On nous dit que c'est la plus importante depuis février 2022. Voilà, donc la situation est quand même extrêmement grave aux États-Unis. Elle s'aggrave. C'est ce qu'a dit Joe Biden. Mais pour le moment, on ne voit pas quelles sont les solutions qui sont mises en place. Alors, il y a toujours ce problème de port des armes aux États-Unis, puisque les ports des armes sont en vente libre, et le port de l'arme est évidemment en vente libre. C'est l'article 2 de la Constitution américaine qui n'a jamais été révisé. Je vous rappelle que lorsqu'il y avait eu cette fusillade dans un supermarché à El Paso en 2018, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce qu'il y en a tellement, qui avait fait une vingtaine de morts. Un type était rentré, il avait tiré dans la foule, il y avait eu 20 morts. Walmart, puisque c'était dans un supermarché Walmart, avait interdit dans ses magasins la vente des munitions. Bon, ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Et depuis, on a systématiquement ce débat. Alors, vous avez une association qui est la National Rifle, qui est extrêmement puissante et qui fait parfois les élections. Elle avait soutenu Trump. Elle soutient beaucoup de candidats républicains, même si... C'est le lobby des armes, ça. Oui, c'est le lobby des armes, qui est une machine de guerre de lobby. Il y a un certain nombre de documentaires qui fait parfois des élections. Là, elle est en train de soutenir un certain nombre de candidats républicains. Alors, elle n'est pas liée au parti républicain, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont pris leur distance avec elle, mais elle a un poids électoral considérable. Et Joe Biden, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, avait dit « Moi, je vais essayer de faire quelque chose ». Pour le moment, on n'a strictement rien vu. Strictement rien vu. Et ça continue. Et moi, j'ai la crainte, quand je vois ce qui se passe en France, j'ai la crainte, même si le port des armes n'est pas en vente libre, évidemment, n'est pas autorisé, vous allez sur Internet, vous trouvez des Kalachnikov dans l'heure qui suit. Alors, et donc, si vous voulez, on a ce système-là on en connaît bien de violence. Mais ça me permet de parler aussi de cet homme, parce qu'on a beaucoup parlé du fils de Yannick Aleno, qui a été tué par un multirécidiviste. Eh bien, un autre multirécidiviste a tué un homme qui s'était interposé dans Paris après deux hommes qui se bagarraient. Il est descendu pour leur dire arrêtez, et le type a sorti son arme et a tué cet homme de 50 ans. Donc c'est un anonyme, c'est un homme... C'est très inquiétant, et chaque fois que vous avez une perquisition, souvent dans un certain nombre de cités ou autres d'ailleurs, la police trouve des armes. Systématiquement, la police trouve des armes. Malheureusement, la violence fait que les armes blanches peuvent
peuvent être aussi efficaces. Oui, les armes blanches, mais là on parle de... Non, j'ai bien compris, mais donc... Vous tuez moins vite, là on tue moins vite. Mais c'est pas pareil en France qu'aux États-Unis, j'aurais précisé, parce qu'il y a quand même une culture de l'Ouest, de la conquête de l'Ouest, des armes qui est très particulière. Non mais j'ai pas dit, je défends pas, j'explique qu'il y a une vraie culture, y compris dans l'immensité du territoire. Donc il y a des gens qui se défendaient, qui sont très isolés. C'est d'autant plus difficile à supprimer que aux États-Unis, c'est quand même des gens pacifistes ont cette culture. Aujourd'hui, on est plutôt épargné par des tueries, etc. En France, on n'a pas connu vraiment encore des personnes qui comme ça feraient irruption dans des lieux publics, etc. En revanche, on a une facilité déconcertante. L'utilisation de l'arme à feu, qui est quand même interpelle en France. À Marseille, c'est une actualité récurrente où des gens arrivent à la fois se procurer des armes, mais en plus à s'en servir avec une facilité. Avec Internet, ça s'arrêtera pas. Le port d'armes n'est pas assez puni, si vous voulez, pénalement, c'est ridicule. Enfin, quand vous avez une arme illégale, c'est ridicule. Regardez ce documentaire qui avait été diffusé sur TMC sur les armes à Marseille. Ce sont des armes de guerre aujourd'hui qui sont disponibles. Alors, Éric Tegner, dans le fond, le vrai problème, c'est la circulation justement des armes un peu sous le manteau. Et aujourd'hui, il y a une question qui va se poser, je pense, d'ici quelques mois ou années, c'est la question en Ukraine où il y a énormément d'AK-47, d'AK-74 qui ont été distribués à toute la population. Il faut savoir qu'à Kiev, Zelensky, il avait fait venir dans quasiment toutes les rues de Kiev des camions entiers où les gens, des femmes, des hommes venaient se servir et prenaient ces armes. Au début, il y a la question de se dire pour défendre Kiev, ça peut être une bonne option qu'on peut critiquer ou pas, mais c'était ce qui était justifié. Ce qui est certain, et on l'a vu sur d'autres théâtres de conflit, je pense à la Libye, la distribution de ce type d'armes il y aura forcément un trafic qui a d'ailleurs commencé, parce qu'il y a eu la douane qui a bloqué justement l'arrivée d'armes. Et il faut savoir aussi qu'il y a aujourd'hui effectivement les Ukrainiens courageux, résistants, etc. Et en même temps, il y a aussi, comme dans tout pays, une certaine frange de la population qui est quand même connue pour sa violence. Et lorsque le conflit sera terminé, là, il y aura un vrai sujet de sécurité, d'autant plus si l'Ukraine est rattachée plus ou moins à l'Union européenne. Sophie, votre coup de gueule ? Oui, alors ça, j'y tiens beaucoup parce qu'il y a un mot qui est un gros mot pratiquement en France, c'est le mot libéralisme. Le libéralisme a disparu presque de notre structure de pensée. Les hommes politiques ne veulent plus jamais le prononcer. Libéralisme égale... C'est quoi le libéralisme ? Alors le libéralisme est une théorie, ce n'est pas un mouvement. On peut avoir des libéraux de gauche, de droite, etc. C'est une théorie qui d'ailleurs est française. Frédéric Bastiat, il y a un bouquin formidable qui s'appelle Ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Frédéric Bastiat au XVIIe, je crois, les Lumières ont commencé à instaurer le libéralisme. Dans le mot libéralisme, il y a liberté. Donc c'est devenu effectivement une prédominance sur le libéralisme économique. Ça veut dire l'abolition des frontières, ça veut dire le libre-échange. C'est ça, le libéralisme, c'est le libre-échange. Mais c'est beaucoup plus que ça, le libéralisme, car il y a un libéralisme qui est un libéralisme, j'allais dire, moral, qui consiste à laisser la liberté. D'ailleurs, le wokisme et tous les mouvements aujourd'hui, par contre, sont moralement très libéraux. En revanche, le libéralisme économique est complètement censuré en France parce qu'on pense que c'est le capitalisme sauvage, que c'est sans foi ni loi. Et puis, surtout, et c'est ça qui m'interpelle énormément, et alors... Change.org, SOS Libéralisme en danger. Je vous conseille la pétition de signer sur Change.org, SOS Libéralisme en danger, parce que c'est nos libertés qui s'en vont. C'est nos libertés, c'est très grave. Le libéralisme aujourd'hui, il faut effectivement une éthique. Je suis d'accord, surtout qu'on vient d'en parler. Le libéralisme sauvage n'est pas non plus... Internet aujourd'hui permet tout et le capitalisme sauvage existe, mais le libéralisme c'est autre chose et ça se remplace par un étatisme, c'est-à-dire que l'État nous fait des chèques toute la journée, nous dit quoi manger, quoi faire. Tiens, j'ai vu hier une pub merveilleuse, l'État vous rembourse votre nouvelle chaudière à granulés, je crois que c'est une chaudière à je sais pas quoi, si vous changez votre... Enfin, ça devient un assistanat permanent. C'est beaucoup plus grave dans les mentalités. Je discutais avec une magistrate qui disait « Je suis terrifiée
terrifiée, car je passe un temps infini. Pourquoi est-ce qu'on est bloqué? Parce que quand je prononce un divorce, je dois dire où l'échange de l'enfant, où la mère doit remettre l'enfant au père, je dois dire l'endroit, ou devant la gare, ou devant l'école, et l'heure à laquelle ça se passe. Donc c'est compliqué. Nous demandons, nous Français, à l'État de tout faire pour nous. Je veux dire, s'il n'y a pas un magistrat, les parents se débrouillent. Il ne faut pas exagérer non plus. Si, dans certains cas, c'est très compliqué. Je pense que c'est un débat. C'est le problème de la démographie. Plus vous avez des pays ou même une planète où il y a de monde, plus du coup on est obligé de réguler, et moins il y a de gens qui sont capables aussi d'être autonomes. Donc de facto, on est aujourd'hui dans une société où même lorsque ce sont des libéraux, plutôt même des libertariens, qui sont élus à la tête de pays, de toute façon, ils ont cette réflexion de se dire que les gens, ils ont besoin d'un chef, ils ont besoin d'un berger, qu'il faut les guider. Encore un chef, c'est une chose, mais là c'est l'État, il n'y a pas de chef. C'est la France, d'ailleurs c'est drôle, entre ce mouvement plutôt anti-État, en même temps l'envie d'État, ce côté anti-royalisme, et on veut un président qui incarne la fonction. C'est la liberté d'entreprendre, c'est la liberté de penser. Vous avez regardé les Sophie, c'est l'heure de la pub. C'est l'heure de la pub. Alors on parlera tout à l'heure du libéralisme. Oui, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Allez, on marque une pause de pub avec vous et on se retrouve dans un instant. Les débats avec vous sur Sud Radio, beaucoup de sujets aujourd'hui. On parlera du libéralisme. Oui, on reviendra. Vous reviendrez. Burkini à Grenoble, la pénurie dans l'hôtellerie et la restauration. Vous ramènerez le sujet. Et puis une femme à Matignon, c'est en tout cas ce qui semble se dessiner. Et Mélenchon, le SMIC à 1500 €. Tous ces sujets avec vous. Moi, je voulais parler de ce joueur sénégalais, Gana Gueye, joueur du Paris Saint-Germain, qui a refusé de jouer un match avec un maillot au flocage arc-en-ciel pour la journée de lutte contre l'homophobie et en soutien à la communauté LGBT. Valérie Pécresse demande des sanctions. Il a le droit d'avoir le maillot qu'il veut, c'est ça le libéralisme aussi. Pourquoi est-ce qu'on oblige un joueur? Ils sont hommes sandwich, et je suis tout à fait contre l'homophobie, je le précise. Pourquoi est-ce qu'on l'a obligé à porter un t-shirt? Pour des raisons religieuses. Il est de confession musulmane, donc c'est ça, libéralisme aussi. Pourquoi il était obligé de porter un t-shirt contre ses convictions? Donc vous êtes pour le burkini. Donc vous êtes pour le burkini aussi. Donc vous êtes pour le burkini. Je finis par m'en fiche complètement du burkini. Non mais j'en peux plus. Il y a une différence, c'est justement la différence, c'est que le burkini, c'est l'affichage aussi d'une sensibilité. Il faut arrêter aussi de faire l'amalgame entre le fait de lutter contre l'homophobie et de forcément devoir être associé au mouvement LGBTQI+. À un moment donné, vous n'êtes pas obligé demain de porter justement un drapeau arc-en-ciel pour montrer que vous n'êtes pas homophobe. Et chacun peut lutter contre l'homophobie à sa façon. Je trouve que d'être enfermé là-dedans, moi j'en aurais pas envie non plus. J'aurais pas mis le t-shirt, parce que derrière il y a des revendications dans ces mouvements, dans ces groupes. Après, c'est la lutte contre l'homophobie, c'est pas. C'est ça, c'est une cause. Surtout que dans le non mais j'ai l'impression qu'on vit dans un autre monde. C'est comme si on vous disait, c'est comme si vous disiez, moi je veux pas m'engager pour le. Non, le problème c'est que s'il y a qu'une seule association, il y a qu'un seul truc, on n'est pas d'accord avec leurs revendications. De lutte contre l'homophobie. Bien sûr, mais vous pouvez, par exemple, c'est pas le cas où s'il y avait une minute de silence pour être contre, etc. Ça, pour le coup, je condamnerais qu'ils participent pas à la minute de silence. D'être obligé de porter un maillot LGBT. Non, je trouve que pour le coup, on l'oblige à rejoindre une sorte de mouvement associatif auquel les gens ne sont pas obligés de partager. Il y a énormément d'homosexuels aujourd'hui qui se retrouvent pas là-dedans, qui vont pas à la Gay Pride, qui se retrouvent pas du tout dans ces mouvements LGBT+. Et je crois que la majorité des homosexuels luttent contre l'homophobie et personne ne s'accommode de ça. Et dans le sport, on a connu dans les tribunes, et je reviens au discours de Dimitri Payet qui était extrêmement responsable hier à la soirée des trophées, quand il dit il faut qu'on nettoie aussi un certain nombre de tribunes parce qu'il se propage des idées, comme dans les manifestations d'ailleurs dans notre pays, avec des idées inacceptables. Et je trouve que se mettre comme ça quand il y a un mouvement général de lutte contre l'homophobie qui concerne tout le monde, pas seulement les homosexuels, et contrairement à ce que tu dis, c'est pas une mode, ou c'est pas un choix, c'est une lutte commune. C'est déjà il faut replacer ça dans son contexte. En même temps, stop, laissez finir à celle. Je trouve simplement bizarre
qu'un joueur de foot se mette à l'écart de cette initiative, qui est une initiative pour moi, qui envoie un message fort, à la fois et nécessaire, à la fois aux supporters, mais aussi dans notre société contemporaine, est-ce qu'on devrait aujourd'hui entendre un peu plus souvent avec plus d'affirmations. Et au salaire qui coûte, salaire que nous coûtent ces joueurs, je pense qu'ils peuvent faire comme un peu et de responsabilité. Est-ce que vous êtes exprimé sur le sujet? Est-ce que je peux dire quelque chose très rapidement? Il faut remettre ça dans son contexte. Quelle est la raison pour laquelle ce joueur a refusé? Enfin, vous avez entendu? Vous avez entendu ou pas? Une raison religieuse. Paraît-il que c'est une raison religieuse. Donc, quand vous êtes dans une équipe de football, vous êtes dans un collectif. Si vous ne respectez pas le collectif, vous allez faire un sport individuel. Ok? Là, oui, mais c'est ça. Jusqu'où va le collectif alors? Non, mais qui détermine cette histoire? Dans ce cas, non, mais il a raison. C'est génial parce que il y a un type qui se met en porte-à-faux en refusant de porter ce maillot. C'est juste porter un maillot. Mais non, mais parce qu'il est musulman. En fait, Eric Tegner, ça m'étonne. Alors, ce qui est de vous. C'est une taxe d'islamophobe en permanence. Je suis devant le juge dans 10 jours sur ce sujet-là, donc c'est très drôle. Et en fait, je suis le plus équilibré à ce sujet. Non, je considère justement que vous n'allez pas résoudre demain le problème de l'homophobie si la seule solution que vous proposez justement, ce sont d'être obligés de soutenir. Alors juste quand vous expliquez qu'en fait il est joueur de foot dans une équipe collective et que s'il veut pas mettre le maillot, il a qu'à s'en aller. Pour vous, il y a le choix. Génial, j'adore votre notion du choix. Je trouve ça extraordinaire. Si vous avez une entreprise, la question c'est la question de la sanction. Exactement. Et c'est bien pour ça pour moi. Il y a effectivement un vrai problème dans le sport parce que d'un côté le sport est utilisé souvent pour la défense de causes, il y a une sorte de communautarisme, etc., où je trouve que ça n'a pas forcément sa place là-dedans. De l'autre côté, effectivement, il y a un super bouquin là-dessus, le livre noir du sport, qui parle des vrais problèmes d'homophobie qu'il y a dans le sport, etc. Ça très bien. Pour moi, je pense que les gens aussi, demain, ils veulent regarder du sport, ils veulent pas voir de la politique. Et d'ailleurs, je suis désolé, il y a une logique. Je vous parle pas de l'homophobie. Je vous parle du t-shirt aux couleurs arc-en-ciel. Je pense que nos auditeurs, ils sont capables de voir la différence. Donc demain, moi je propose Sud Radio, faites une émission demain où tous vos employés seront obligés de porter le t-shirt LGBT. J'espère que vous avez un bon avocat en droit social. Parce que je suis pas sûr que mais si, bien sûr. Mais bien sûr, ça a juste à voir avec le fait que vous ne pouvez pas expliquer. On n'entend rien. Stop. Vous vous laissez parler, sinon je me fâche. À partir du moment où l'équipe a pris cette décision, tous les joueurs doivent s'y conforter, c'est tout. Voilà. Et je note que alors que vous défendez ce monsieur qui a pris ça pour des raisons religieuses. C'est du chantage à la religion. C'est du chantage à la religion. Mais bien sûr que si. Il a le droit de ne pas vouloir porter un t-shirt. Sauf qu'il y a une revendication religieuse derrière. Ça veut dire beaucoup de choses. LGTB, il a le droit, par rapport à lui-même, de ne pas vouloir porter un t-shirt. Vous êtes obsédé. Si vous voulez qu'on creuse le sujet, évidemment qu'aujourd'hui il y a un problème entre l'islam et l'homophobie. C'est une évidence. Mais je suis désolé de ne pas me lancer sur ce sujet dès le début, parce que pour moi, justement, le problème, c'est qu'à chaque fois, pour lutter contre un communautarisme, on propose un autre communautarisme. Et ça, justement, c'est cette fameuse cause LGBTQ+, etc., où les gens ne se retrouvent pas, les Français ne se retrouvent pas là-dedans. Si je peux me permettre, je crois que l'islam n'a rien à voir là-dedans. Et que non, c'est un faux argument, parce que tout le monde... C'était votre argument. Non, mais je le dis. Il est musulman, donc il est contre, ça pose un problème religieux. Et derrière ça, effectivement, quand tu as un club et chaque entreprise a une identité, défend un certain nombre de valeurs. Et je pense que quand une équipe de foot décide de défendre une cause, qui est celle quand même de la lutte contre l'homophobie, je trouve que s'exclure de cette dynamique, en tout cas, est pour moi préjudiciable, parce que c'est inadmissible. Et évoquer des raisons religieuses, c'est totalement... Si vous ne proposez qu'une option, parce qu'encore une fois, depuis le début, je parle uniquement de ce maillot aux couleurs arc-en-ciel. C'est la seule chose dont on se parle. Je suis pas en train de dire qu'on ne doit pas lutter contre l'homophobie. Je suis en train d'expliquer qu'en fait, c'est vous qui excluez beaucoup de gens parce que vous leur proposez demain soit de rejoindre la cause
arc-en-ciel LGBTQI+, soit d'être un parce que tu mets un t-shirt avec. Mais qu'est-ce que ça va Je pense que vous vous trompez. La journée de lutte contre l'homophobie, c'est une journée mondiale de lutte contre l'homophobie. C'est pas des revendications. Mais c'est pas parce qu'on met un t-shirt c'est le symbole, l'arc-en-ciel et la. Je sais quoi. Je vous ai dit que pendant cette journée, il n'y avait pas de question s'il faisait une minute de silence, etc. Que évidemment, ces argumentations sont questionnables et que là-dessus je les condamne. Évidemment, je vous parle du symbole, arc-en-ciel. Ben voilà, donc c'est pas la même chose autour de ce plateau, je vais limite être vu comme homophobe parce que celui-là, on n'a pas parlé d'homophobie, on a parlé d'un raisonnement collectif d'une équipe qui avait pris une décision que les joueurs doivent respecter, c'est tout, c'est assez simple à comprendre. On va pas se cacher derrière que le collectif, c'est pas non plus la solution. C'est une opinion personnelle, je comprends pas très bien. L'homophobie n'est pas une opinion. Non mais d'accord, une opinion personnelle, la preuve c'est que Valérie Pécresse réclame une sanction, donc je ne suis pas le seul. Bravo, elle réclame une sanction, de toute façon en France on Je vous rappelle que l'homosexualité, me dit Gilles qui nous écoute, est punie de 1 à 5 ans de prison au Sénégal. Mais on n'a jamais mis en cause le fait de lutter contre l'homosexualité. C'est extraordinaire. Et alors en quoi ça vous gêne ce symbole? Ça aurait été lutter contre le cancer, vous auriez dit il a le droit de ne pas porter son LGBT, ça véhicule LGBT. C'est pas LGBT, c'est la journée de lutte contre l'homophobie. Cette journée. Donc voilà où est le problème. C'est qu'on peut plus rien dire. Je me dis que j'aurais dû depuis le début me contenter de dire c'est au final ce que doivent faire les gens à chaque fois. C'est comme quand à l'époque on parlait de mariage homosexuel, etc. On voit Catherine Vautrin, on va parler de la Première ministre. Elle va sûrement pas être Première ministre parce qu'elle a osé en 2013 être contre le mariage homosexuel parce que c'était une homophobe. Mais si c'est exactement ça, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir eu en ça n'a rien à voir avec Catherine Vautrin. C'est vous qui depuis le début dites des choses qui n'ont rien à voir en faisant croire qu'on ne condamne pas quelqu'un qui va refuser de lutter contre l'homophobie juste parce qu'on questionne la question justement. Vous avez une forme d'esprit complètement perdu. Allez, c'est fini, on déborde. Allez, on coupe l'antenne. On a continué notre débat, même pendant la pub. Voilà, c'était très animé. Je pensais pas soulever autant. Je pense qu'il n'y avait pas plus d'engagement que ça à porter un maillot avec un arc-en-ciel. C'est la journée de lutte contre l'homophobie. L'homophobie dans le sport, avec des personnalités qui représentent. Mais minute de silence de quoi? On va pas recommencer le débat. On n'est pas d'accord. On va pas recommencer le débat. On n'est pas d'accord. Mais j'ai hâte qu'à Sud Radio vous portiez tous du coup un maillot LGBT+. La prochaine fois. Mais c'est pas un maillot LGBT. Mais non, c'est pas un maillot LGBT. Encore une fois, c'est un maillot arc-en-ciel. Enfin, c'est pas la même chose. Vous voulez que je vous lise les réactions? Vous luttez pour vous faire défoncer le cul par un mec, vous êtes ouf ou quoi? T'as qu'à rouler ta bite dans ton anus tant qu'on y est. Voilà le type, pardon de va te faire enculer. Voilà, c'est pas à moi. Excusez-moi, c'est pas nos auditeurs, c'est pas le reflet de nos auditeurs, des gens qui ce ne sont pas nos auditeurs, c'est sur Twitter. C'est pas réaction. Bien sûr qu'il y a un problème d'homophobie énorme. Et bien sûr que ça touche. C'est dire l'importance que les joueurs, ce qu'ils incarnent aussi auprès de la jeune génération. Ça n'empêche pas que qu'il y ait à un moment donné à un moment donné, le but c'est quand même de lutter contre l'homophobie. D'accord. Donc le but c'est de se demander c'est comme dans tout mouvement, quel est le dénominateur commun partagé par le plus de gens pour qu'il y ait le plus de gens qui adhèrent. Et donc de se poser la question aujourd'hui, est-ce que les mouvements LGBTQ+ font plus de mal que de bien? Est-ce qu'ils excluent plus de gens dans des considérations qui n'ont rien à voir avec ce que Valérie expliquait? Si, parce qu'on parle du maillot avec l'arc-en-ciel. On parle de la journée contre la lutte contre l'homophobie. Non, parce que j'ai précisé. Dans ce cas-là, pourquoi on m'a accusé? Parce qu'au tout début, j'ai bien pensé que ça posait pas de problème. Au contraire, je trouvais ça bien. Je pensais qu'il fallait plus. Non, mais vous confondez tout, vous êtes spécialiste. Non, c'est vous qui confondez tout. Justement, la minute de silence, il n'y avait pas de problème. La parole en plus, c'est insupportable. D'accord. Vous connaissez pas les sujets, vous monopolisez la parole. Non, vous connaissez pas le sujet. Quand vous dites que le maillot est LGBT, non, il n'est pas LGBT, c'est tout. Stop. Anna nous dit c'est pénible entre le burkini et le maillot. Parlez plutôt de Mélenchon qui va ruiner la France. Exactement. Voilà, bref. On va pas redémarrer sur le burkini. Non, on va pas non, parlons d'une femme. Oui, il va falloir dire qu'on est pour, parce que sinon on va se faire traiter d'islamophobes. Donc, franchement, je m'en fiche, j'en ai marre. Et alors, mettre en parallèle, vous avez le droit pour les femmes d'être seins nus et les autres, vous avez le droit de porter un burkini. Ce parallèle est absolument absurde. Oui, mais vous savez d'où ça vient aussi le burkini? Ça a été validé justement récemment, je crois, c'est aux Pays-Bas, en Allemagne. Et pourquoi ça a été accepté dans une piscine? Par rapport à la question trans.
Tout est lié, bien sûr. On regardait ça, on se dit tiens, machin et compagnie. Et en fait, juste, il y avait, alors je ne sais plus exactement ce que c'est. Combien ça représente les trans? Mais bien sûr. Non, parce qu'ils voulaient cacher les choses. Donc c'était lié aussi. Donc il y a toujours une question là-dessus. Je pense pas que ce soit le fond. Non, la seule question qui m'intéresse, c'est l'hygiène. Il y a certaines en Europe piscines par rapport à la question des trans qui autorisent justement le vrai sujet, Eric, c'est l'hygiène, parce que dans les piscines où je vais, on loue des maillots, où on fait acheter des maillots à des hommes qui doivent être des maillots extrêmement courts, et on leur interdit de porter les maillots boxer short pour une question d'hygiène. Donc c'est une question de textile, et finalement si on a des burkinis qui sont presque des tenues complètes, on rentre dans une piscine avec énormément de textile. Mais le Conseil d'État a expliqué, c'est pour ça que je parlais du maillot complet pour les trans, le Conseil d'État a expliqué que ça, il n'y avait pas de problème d'hygiène. Ah, pourquoi ? C'est de novembre 2019 justement. C'est pour ça que la seule façon de lutter contre ça, c'est ce que veut faire le préfet de l'Isère en utilisant la loi séparatisme. Parce que le Conseil d'État, il n'a pas fait son boulot. Pourquoi ? Parce qu'on se cache toujours derrière des arguments sanitaires ou autres, alors que c'est une question qui est plutôt culturelle. J'ai fini par avoir tellement marre que je m'en fiche. D'ailleurs, il y a un proverbe. Le sage montre du doigt l'imbécile. Regarde le doigt. Et le burkini, il faut arrêter. Puis ça concerne combien de personnes en France, quoi. Je veux dire. On en fait un symbole, et franchement, on a autre chose à foutre. Il y a un moment, non mais alors tout est symbolique, puis demain matin ça va être quoi? On va avoir des manifs burkini, on va avoir des piscines qui vont faire grève, stop, c'est pas comme ça qu'on lutte, enfin je veux dire, c'est pas symbolique, c'est un maire qui décide de faire passer quand même un règlement là-dessus dans sa mairie, donc il pose le sujet. D'ailleurs je pense que c'est bien le problème de beaucoup de gens qui justement ont cédé la question culturelle au même groupe d'intérêt, souvent issus effectivement d'une sorte d'islamo-gauchistes qui viennent d'abord de la gauche, d'un PS qui a dérivé, mais comme ça on a un peu mieux compris, d'un PS qui a dérivé, et à chaque fois systématiquement, je pense aux gens de droite, je pense à Sarkozy quand il était au pouvoir entre 2007 et 2012, il refusait d'aller sur la question culturelle parce que ça allait pousser à avoir dans le fond des débats ringards, qu'on a toujours l'air d'être celui qui prive la liberté des autres, etc. Vous, on a compris, vous aimez bien essentialiser, vous aimez bien de faire de petits sujets, de grands sujets, et pour défendre votre fond de commerce, et votre ligne éditoriale, votre livre. Excusez-moi, on parlait de libéralisme, on est en plein dedans. Mais il y a des non, parce que libéralisme, précisément. Non, précisément parce que Piolle, si vous l'avez bien écouté, il se réfère à deux choses. Il se réfère, à la loi sur la laïcité, alors que ça n'a strictement rien à voir, c'est pas un problème de laïcité. Et deuxièmement, il se réfère à la liberté du choix. C'est-à-dire qu'en réalité, si on interdisait, si on n'autorisait pas ce burkini, on atteindrait la liberté, on attenterait à la liberté des personnes. C'est totalement faux. C'est totalement faux. En réalité, il a voulu faire un coup politique, tout le monde le sait. Je ne sais pas ce que ça donnera ce soir. Ce que ça va donner, parce qu'il est très contesté à l'intérieur de sa majorité. Il peut perdre, effectivement, peut-être qu'il va retirer cette délibération, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, ça pose deux problèmes, à mon avis. Ça pose le problème, effectivement, de la situation de la femme dans la société, ça on peut en débattre. Et deuxième point, ça pose le problème surtout d'un territoire français qui n'est plus une république une et indivisible. Alors, non, mais si on tu permets que je termine. Oui, laisse terminer. Et vous aurez des piscines à double vitesse. Vous aurez des piscines où on va autoriser et des piscines où on ne va pas autoriser. Mais qu'est-ce que c'est que cette France ? Il y a déjà la piscine de Rennes. Et les plages. Non, mais moi je suis un peu comme Jean Debuche. Et un peu, je te rejoins aussi sur la question de l'hygiène. Je pense qu'il y a de vrais sujets, de savoir un petit peu comment est-ce qu'on traite, etc. Et après, moi je suis pas fou du burkini en réalité. C'est vraiment quelque chose qui... Bon, mais en revanche... que les femmes décident de se vêtir comme elles le veulent, je pense que c'est la moindre des libertés qu'on pourrait leur accorder quand même. Mais ça, vous mettez le doigt, vous savez, dans le débat qui est, sur la poussée de l'islam politique, sur ces femmes qui ne se couvraient pas il y a quelques années, donc il y a la poussée de cet islam politique. Aussi, Valérie, il y a aussi tout un prétexte à remettre l'islam au centre du jeu à chaque fois qu'un sujet comme celui-ci se pointe. Quand Decathlon décide de faire des tenues sportives qui couvraient un peu les cheveux et qui mettaient les filles dans un confort pour respecter en tout cas leur choix vestimentaire, et pour certaines religieux. On en avait fait un débat non-stop sur les plateaux télé. Moi, je considère qu'en réalité, c'est pas à nous d'interpréter la liberté des femmes, que les femmes ont le droit de se vêtir comme elles le veulent. En revanche, sur la question sanitaire, hygiène de la piscine, ou sous effectivement une décision qui mènerait à la conduite de piscines, d'accès à la piscine à deux vitesses en fonction des villes, je trouve ça aussi stupide. Et je trouve qu'à un moment donné, vivre ensemble
aussi, c'est s'adapter aux coutumes du fonctionnement des piscines, de l'hygiène et de voilà. Sur les plages, je suis un peu différent. Que ceux qui veulent se baigner en burkini le fassent. Juste Laurence nous dit, contrairement à ce que pensent certains, ce n'est pas une liberté de se baigner habillé. Effectivement, quand vous réfléchissez, que vous voyez ces femmes qui sous 40 degrés sont couvertes, là je parle des plages en particulier. Et le mec il est en tongs et en short et elle est couverte de voile et de trucs. Si on parle juste de l'aspect pratique, je ne vois pas quelle femme peut avoir envie de se baigner tout habillée. Mais pourtant, elles le choisissent aussi. L'islam politique utilise quand même les faiblesses de notre modèle libéral auquel on est tous attachés, mais qui a des faiblesses et joue avec. Si je peux préciser, quand vous parlez du fait qu'il ne faut pas instrumentaliser, en rajouter, etc., je ne sais pas si j'utilise exactement les mots que vous avez utilisés, mais il faut quand même rappeler que c'est Éric Piolle qui a mis le sujet, pas au sein du conseil municipal. Il a fait une lettre ouverte à Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je veux bien qu'on explique à chaque fois, ah oui, mais c'est la droite et l'extrême droite qui essayent d'instrumentaliser par islamophobie. Là, c'est Piolle qui fait un coup politique et ça fait 3 ans qu'il nous le sort. Moi j'ai une question, pourquoi depuis 3 ans il l'a pas fait? Parce qu'à Rennes, depuis 2014. une certaine piscine autorise le burkini. Certains l'ont découvert d'ailleurs à l'occasion de cette histoire. C'est dans les prérogatives du maire. Sauf que c'est politique, que c'est effectivement, c'est politique. Non, mais l'affaire a commencé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était pas une association. C'était en 2000, début des années 2000, à Lille, avec Martine Aubry. Elle a commencé pour la première fois à autoriser le fait qu'on ait des créneaux horaires différents pour les hommes et pour les femmes. Vous vous souvenez de ça? Ça a commencé comme ça. Et petit à petit, effectivement, il y a une dérive. Alors ça n'a pas fait heureusement d'ailleurs, école dans les autres communes, mais moi je considère qu'on ne peut pas conserver. Il y en a dans des quartiers. Oui, mais on ne peut pas conserver dans le service public et dans l'espace public, on ne peut pas conserver des arrêtés à 2 vitesses. Ça n'est pas possible. Je comprends bien. La France est une république une et indivisible. On doit avoir le même raisonnement sur l'ensemble du territoire national. Et en l'occurrence, moi je suis pour l'interdiction effectivement dans les piscines, c'est clair. C'est pas une question sanitaire dans la mesure où le Conseil d'État, je suis désolé de donner des arguments à Monsieur Piolle, le Conseil d'État a dit que c'était propre. C'est bien pour ça qu'en fait, à chaque fois d'essayer d'en fait. Le problème aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on veut parler de la laïcité, on se cache derrière des arguments, soit de sécurité, soit de sécurité sanitaire, etc. Et on va pas sur le problème de fond. Donc ça veut dire qu'on ne le règle pas définitivement. Exactement. Ça veut dire quel modèle de société on a. Je pense que là, on a des bons débats, c'est intelligent, il y a aussi de la technique, etc. Je pense que nos auditeurs sont peut-être un peu plus simples et ils ont un peu plus de bon sens. Ils disent, est-ce que j'ai envie demain, est-ce que je trouvais ça normal d'aller dans une piscine où en fait il y a des gens en burkini? À un moment donné, c'est ça aussi le vrai questionnement. On a du mal à l'exprimer, mais c'est ça. Il faut une réglementation nationale qui soit la même sur tout le territoire. Alors visiblement, la loi séparatiste, justement, que veut utiliser le préfet d'Isère, on va voir s'il peut l'utiliser. Il a le droit d'intervenir, ça sera intéressant, justement. Allez, on va marquer une petite pause. On va parler de l'éventualité d'une femme à Matignon. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous attendons normalement dans la journée la nomination du Premier ministre ou de la Première ministre. Jean Castex a donc démissionné et donc une passation pourrait avoir lieu d'ici ce soir. Parmi les candidates, puisqu'on ne parle que de candidates, Elisabeth Borne, Marisol Touraine, qu'on a vu au premier rang de l'investiture d'Emmanuel Macron, ou Catherine Vautrin, c'est elle qui semble tenir la corde, comme l'on dit, c'est la grande favorite, élue locale, figure historique de la droite, qui dirige le Grand Reims depuis 2014, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez des infos, Jérôme Dubus? Pourvu qu'on ait un homme. Méfiez-vous des leurs. Non, bien sûr, il peut y avoir des leurs. C'est le choix du président avant tout sous la Ve République, le Premier ministre. Mais cette petite musique depuis une semaine autour des femmes, hier le JDD a fait tout un dossier sur les femmes, etc. Alors c'est bien, enfin moi je trouve ça formidable, la plupart des Français trouvent ça bien, mais c'est l'instrumentalisation. On s'en fiche que ce soit une femme. Je veux quelqu'un de bon. On est en période de guerre, on sort d'une pandémie, on va avoir une crise économique. Je n'ai pas dit ça. Je dis je veux quelqu'un d'excellent. Je me fiche complètement que ce soit un homme ou une femme. Je veux quelqu'un d'excellent. Je suis d'accord avec vous et je trouve que la petite sauce qu'on a montée autour de la femme est presque dévalorisant pour les femmes. Surtout qu'il hésite, on ne trouve pas. Moi, ce que je trouve quand même très difficile, c'est qu'au début, avant d'être élu, en 2017, il avait dit j'aimerais bien avoir une femme Premier ministre, mais ce qui compte, c'est les compétences. Visiblement, pendant 5 ans, il n'a pas trouvé de femme compétente. Là, vu tout ce qui est fait autour du fait qu'il y aura une femme, si vraiment il n'en trouve pas une,
Ça va être une catastrophe pour la grande cause de son prochain quinquennat. Et les trois qu'on nous présente, pardonnez-moi, n'ont pas les je comprends pas qu'ils aient pas les qualités entre guillemets pour être Premier ministre. Moi, j'ai entendu Christine Lagarde il y a quelques semaines. Je trouvais Christine Lagarde, elle a des. On va pas quitter le FMI pour. J'ai l'impression qu'ils veulent une castex sans femme. On se perd en conjecture, là, on ne sait pas très bien. Je voulais qu'on parle des noms. Oui, je m'en fous des noms. C'est le côté femme, comme si on allait nommer un extraterrestre à Matignon. C'est un petit peu ça. Surtout l'impression qu'ils trouvent pas. On a une mauvaise image de ce qui s'est passé avec Édith Cresson. Édith Cresson est arrivée dans un contexte de mitterrandisme finissant, dans des conditions extrêmement difficiles. Elle a raté son discours d'investiture, vous vous souvenez. Malheureusement, elle a pris sur sa voix, etc. Alors que le fond n'était pas si mauvais. Moi, j'ai jamais défendu Mitterrand, mais le fond n'était pas si mauvais. En réalité, c'est une femme qui avait beaucoup de qualités, mais elle s'est plantée, il faut bien le dire. Et depuis, on a cette image de mauvaise Premier ministre. Il y a pas qu'elle aussi. Je suis désolé, mais Ségolène Royal. Je vais prendre à contre-pied tout ce qui vient de se dire, mais je pense que déjà, les hommes ont du mal à faire la place en politique, les hommes ont du mal à faire la place tout court. Et je considère que les compétences, c'est la gente féminine, ça existe. Qu'on les exploite. Non, mais qu'on les exploite. Non, parce que certains laisseraient à penser parfois dans leurs propos que c'est forcément pour trouver des compétences c'est difficile, etc. Alors que au contraire, je pense que on les utilise et on les emploie pas assez. Et je trouve que quand on voit un certain nombre de photos, y compris quand on circule à l'AREM, où on voit au premier rang uniquement des hommes à un certain nombre de meetings ou de tribunes, moi je considère que c'est pas un choix dingue. Je trouve qu'au contraire, si notre seule référence ça remonte à Édith Cresson, effectivement, même si le contexte était différent, aujourd'hui je pense qu'il serait pas anormal. Et c'est même choquant qu'on n'en ait pas eu une et que ma génération n'ait pas connu une femme première ministre. Je suis d'accord. Moi, c'était plus la sauce qu'on monte autour de la femme. C'est ça qui me. Oui, mais pourquoi ? Parce que Valérie, quand on regarde quand on met même des lois pour faire la parité, souvent par certains partis, elles ne sont même pas respectées. Alors que en vérité, c'est quand même pas difficile d'assurer la parité. Ça devrait pas être difficile. Il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas. Pardonnez-moi, parce que je sais dont je parle. On voit dans les entreprises et au sein de mon mouvement éthique, j'ai 90% d'hommes. Je cherche des femmes tout le temps. Je passe ma vie à ça. Moi, je peux te dire qu'un UPS à Marseille. On avait 3 NUPES, excuse-moi. NUPES, d'accord, j'ai compris, UPS. On avait 3 femmes qui étaient brillantissimes, extraordinaires, qui pouvaient occuper des postes de députés. On a fait le choix de masculiniser l'ensemble des circonscriptions, et je trouve que c'est une erreur stratégique. C'est une erreur, on est d'accord. C'est curieux pour la France Insoumise, l'écologie des Verts. On va regarder ça. Moi, je sais faire mon autocritique aussi, parce que je fais partie de cet attelage, mais je trouve qu'à un moment donné, parfois la loi ne suffit pas. Il y a un sujet, le problème c'est que les gens qui font de la politique le savent, mais on ne peut pas le dire à la radio en général, journaliste je peux le dire. La vérité c'est que les femmes qui font de la politique sont globalement pas forcément les meilleures par rapport à celles qui sont dans les entreprises. Ça, c'est la vérité pour moi. J'espère que Macron... Vous appuyez sur quelle étude pour dire ça, sur quelle... Mais aujourd'hui, si vous savez très bien... Vous avez des théories qui sont très propres à votre courant de pensée, à vos opinions personnelles, peut-être. Et d'ailleurs, je pense que la cause des femmes en politique a aussi été desservie par Ségolène Royal d'un côté, mais c'est fou quand vous balancez des vérités comme ça. Ce que je veux dire, si, bien sûr, le problème c'est que ça. Il y a personne qui creuse le sujet, donc personne ne pourra vraiment l'expliquer. Si, bien sûr, soyons sérieux. Moi, j'ai travaillé avec 2 femmes, plusieurs femmes, effectivement, au niveau électoral. J'ai toujours trouvé qu'elles étaient parfaitement compétentes et parfaitement à leur place. Vous avez des femmes. Je leur dirai pas. Non, mais vous avez des femmes formidables. On a jamais dit Brigitte Custer, vous avez eu Françoise de Paname il y a longtemps. C'est avec qui j'ai travaillé et je m'en suis parfaitement bien. Il a simplement dit que elles étaient parfaitement compétentes. En termes de nombre. En termes de j'ai du mal à comprendre ça. Déjà, il y a une logique de concurrence. C'est-à-dire que dans la vie, la concurrence, c'est intéressant. Quand vous voulez avoir un poste dans un parti politique, il y a, disons, 50 hommes pour un poste. Lorsque il faut choisir une femme et qu'en plus la parité a été mise, et je suis pour la parité, il y a souvent 2 femmes
pour un poste. Et donc, de facto, il y a moins de concurrence. Oui, bien sûr. Mais elles osent moins aller dans ce bain de la politique. Mais les femmes actuelles en politique, le problème, c'est qu'elles ne vont pas être assez stimulées. Il n'y aura pas assez de concurrence. Je crois dans les vertus de la concurrence. Et du coup, dans les faits, il y a moins de choix. Et en plus, la petite musique qui monte sur le fait d'avoir une femme, etc., fait qu'en fait, elles se dévalorisent. Les hommes les dévalorisent en plus en faisant croire qu'en fait, c'est juste parce qu'elles sont une femme qu'elles sont là. Parce que dans les faits, la parité fait que c'est vrai. Parce qu'il y en a souvent, de toute façon, si vous regardez, il n'y a pas de femmes, donc ils les mettent là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de la compétence. Mais du coup, ça veut dire que le vrai sujet, c'est de faire quoi ? C'est pas de choisir les femmes. Oui, mais on a essayé, c'est de faire en sorte que les femmes, aujourd'hui, choisissent comme métier la politique. Aussi. Voilà, c'est ça le vrai truc. C'est de les ramener en politique. Malheureusement, c'est comme dans tous les sujets. C'est que ce soit pour moi, et je vais faire un parallèle. Je vais peut-être faire un parallèle dérangeant, mais que ce soit pour la diversité, ou que ce soit pour la représentation des minorités, que ce soit pour la parité, nos systèmes et nos mécanismes politiques, nos habitudes, nos vieilles habitudes ne permettent pas à ce qu'il y ait des gens compétents, issus de la diversité, des minorités, issus de la parité femmes-hommes, qui éclorent dans notre société, parce qu'on a de vieilles habitudes. Et si on confie la seule responsabilité aux hommes ou aux habitudes ou au système de faire la promotion de compétences femmes, ça ne marche pas. On l'a vu que ça ne marche pas. Oui, mais il faut qu'on l'encadre, il faut qu'on accompagne ça. Mais sur la diversité, vous avez assez raison. Mais le problème, c'est qu'ils vont pas faire de la politique, parce que vous savez très bien que dans le fond, il y en a beaucoup aussi. Si vous êtes issu de la diversité, ou si vous êtes une femme, moi j'ai plein d'amis dans la partie politique. Ils sont désespérés, ils sont super bons, ils ont fait Sciences Po, ils ont fait tous les trucs, ils militent depuis des années. Et au bout du compte, c'est une femme qui est arrivée 3 mois avant qui prend la place. Ça c'est une réalité, et on peut pas le dire, mais c'est une réalité. Je suis désolé, moi je vais vous prendre 2 exemples très concrets. Un exemple dans l'entreprise avec la loi Copé-Zimmermann. On disait que c'est affreux, 50% de femmes, on n'y arrivera jamais dans les conseils d'administration du CAC 40, etc. En réalité, on y vient. On y vient avec des gens et des femmes très compétentes. Vous pouvez demander aux administrateurs, vous verrez quelle sera leur opinion. C'est pour ça que je dis qu'en entreprise, et deuxièmement, si on n'avait pas appliqué la parité dans les élections locales, municipales, régionales, vous n'auriez jamais eu aujourd'hui des femmes présidentes de région, des femmes maires de grandes villes comme Hidalgo, que je ne partage pas. Je ne partage absolument pas ses idées, mais il se trouve que c'est une femme. La maire de Nantes, qui est une femme, Carole Delga, qui est une femme aussi, vous n'auriez jamais eu ce système. Et il y a un moment, il faut pousser par la loi. C'est juste pour dire un petit mot, pour dire de là où on vient aussi. Moi, je suis retombé sur un article sur l'histoire de France, en réalité, sur le droit de vote des femmes aux élections, et de dire qu'elles étaient que l'argument pour lequel on les empêchait d'aller voter, qu'elles allaient voter comme leur mari. Exactement, ou comme le curé. Par influence, et qu'elles étaient influençables. C'est quand même extraordinaire qu'on n'arrive pas. Il faut d'abord regarder les époques, il faut regarder la Constitution, la façon dont fonctionnent les couples, il faut regarder les femmes qui ne travaillaient pas à l'époque, etc. Donc je finis ma phrase parce que je n'ai pas été Sophie, vous êtes 3 hommes, je voudrais dire un mot. Je vous dis que moi j'ai un mal fou à trouver des femmes, y compris au conseil d'administration du mouvement éthique. Elles n'ont pas le temps. Les femmes en plus, elles s'attellent à une tâche et elles ont envie de poursuivre un objectif beaucoup plus que les hommes qui, très souvent dans l'entreprise, ont envie de progresser, ont une ambition. Elles ont aussi l'ambition, et c'est bien, de faire ce qu'on leur donne à faire. Donc c'est pas toujours évident. Je ne trouve pas des femmes facilement. Dans les conseils d'administration, excusez-moi, il y a une nouvelle loi. Il faudrait virer des hommes pour mettre des femmes à la place. Je ne le ferai pas. Il n'y a aucune raison. Il y a des hommes compétents qui sont là. Et pour prendre des femmes qui ne se présentent pas, il n'y a aucune raison. Donc il y a des explications. Dans les entreprises du CAC 40, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. D'abord, on a trouvé des gens très moi, j'ai une remarque qui est intéressante. J'ai jamais dit que c'était pas compétente. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si une femme est choisie à Matignon, est-ce qu'elle va pousser d'autres femmes? C'est parce qu'il y a la question souvent de dire, si vous voulez que des hommes dans une entreprise, vous nommez une femme à sa tête. Alors, on va voir, est-ce que pour le coup, quelle va être la marge de manœuvre qu'Emmanuel Macron va donner à cette femme? Ou est-ce que ça va juste être une question? Non, le gouvernement sera paritaire, mais après, il faut regarder les postes. Il faut des femmes qui s'imposent. J'ai envie d'un gouvernement brillant qui fonctionne avec des gens compétents. Les deux sont compatibles, mais il faudra regarder
déterminer quels sont les postes régaliens qui sont attribués par des femmes. Chiappa, je crois. Il faut voir si elle reste. On verra. Toutes les femmes, on les entend pas, et que les hommes, c'est Bruno Le Maire. Puisqu'on parle de conseil d'administration, et on n'a pas le temps d'en parler, mais le conseil d'administration d'Opium, donc Opium HOP, Opium, constructeur automobile 100% hydrogène, qui vient de proposer le ministre délégué au transport en qualité d'administrateur. Il est toujours en poste. Il est toujours en poste. Et il était ministre des Transports. Oui, c'est ça. Le communiqué de Opium, c'est le conseil d'administration d'Opium propose la nomination de M. Djebari, ministre délégué au transport en qualité d'administrateur. Mélange des genres. Et avec une photo, on le voit dans la voiture. Et avec une photo où on le voit monter dans une voiture. Il n'a pas dit qu'il acceptait. C'est un peu tôt. C'est compliqué, les conflits d'intérêts. S'il a accepté, ils ont pu se dire, allez, on fait nos petits coups, je sais pas. Mais c'est un peu... c'est pas terrible. C'est border. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio.